Oral de français, baccalauréat littéraire. Antiquité. 1. Platon. Apologie de Socrate. Criton, Phédon. XVIIe siècle. 2. Descartes. Les méditations métaphysiques. Seconde méditation. 3. Molière. Don Juan. Acte 4, scène 7. 4. Racine. Bérénice. Acte 4, scène 5. 5. Racine. Phèdre. 6. Madame de Lafayette. La princesse de Clèves. Le renoncement définitif. 18e siècle. Sade. Justine ou les infortunes de la vertu. 9. Montesquieu. Les lettres persanes. Comment on peut être persan? 10. Voltaire. Le siècle de Louis XIV. 11. Diderot. Salon de 1761. 12. Rousseau. Discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes. Naissance de la propriété. 13. L'Assemblée nationale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 19e. 14. Balzac, le père Glorieux. La pension Vauquer. 15. Balzac. Le lys dans la vallée. 16. Stendhal. Le rouge et le noir. Julien tire sur Madame de Rênal. 17. Baudelaire. L'Albatros. 18. Flaubert. Madame Bovary. Une jeune fille romanesque. 19. Zola. La débâcle. 20. Verlaine. Les loups. 21. Hugo. Hernani. Acte 3, scène 7. Anouilh. 20e. 22. Malraux, l'espoir. 23. Robe grillée, le nouveau roman. 24. Sartre, les mots, MOTS. 25. Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, l'explosion. 26. Duras, Moderato cantabile. 27. Duras, l'après-midi de Monsieur Andesmas. Et enfin, 28. Bruna Marco, les chevaux. Montesquieu, la peinture des mœurs. Rika Ayben Asmir. Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel, nuancé de 1000 couleurs, qui m'entouraient. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord ceux-ci lorgnettes déstressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux:
Il faut avouer qu'il a l'air bien perçant. Chose admirable, je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. Tant d'honneur me laisse pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. Et quoique j'ai très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville, où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique. Car j'entrais tout d'un coup dans un néant affreux. Je demeurai quelquefois 1 heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. « Ah ah, monsieur est persan? C'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ?» Voltaire, le courtisan déçu. Quiconque approfondit la théorie des arts, purement de génie, doit, s'il a quelque génie lui-même, savoir que ses premières beautés, ces grands traits naturels qui appartiennent à ces arts et qui conviennent à la nation pour laquelle on travaille, sont en petit nombre. Les sujets, les embellissements propres aux sujets ont des bornes bien plus resserrées qu'on ne pense. Si donc, il se trouve jamais quelque artiste qui s'empare des seuls ornements convenables au temps, au sujet, à la nation, et qui exécute ce qu'on a tenté, ceux qui viendront après lui trouveront la carrière remplie. Il en est de même dans l'art de la tragédie. Il ne faut pas croire que les grandes passions tragiques et les grands sentiments puissent se varier à l'infini d'une manière neuve et frappante. Tout a ses bornes. La haute comédie a les siennes. Il n'y a dans la nature humaine qu'une douzaine, tout au plus, de caractères vraiment comiques et marqués de grands traits. L'abbé Dubos, faute de génie, croit que les hommes de génie peuvent encore trouver une foule de nouveaux caractères, mais il faudrait que la nature en fît. Il s'imagine que ces petites différences qui sont dans les caractères des hommes peuvent être maniées aussi heureusement que les grands sujets. Les nuances, à la vérité, sont innombrables, mais les couleurs éclatantes sont en petit nombre et sont de couleurs primitives qu'un grand artiste ne manque pas d'employer. L'éloquence de la chair, et surtout celle des oraisons funèbres, sont dans ce cas les vérités morales une fois annoncées avec éloquence, les tableaux des misères et des faiblesses humaines, des vanités de la grandeur, des ravages de l'amour, étant faits par des mains habiles. Tout cela devient un lieu commun. On est réduit ou à imiter ou à s'égarer. Un nombre suffisant de fables étant composé par un
La Fontaine. Tout ce qui y ajoute rentre dans la même morale et presque dans les mêmes aventures. Ainsi, donc, le génie n'a qu'un siècle, après quoi il faut qu'il dégénère. Diderot. Le père est un vieillard de 60 ans, en cheveux gris, un mouchoir tortillé autour de son cou. Il a un air de bonhomie qui plaît, les bras étendus vers son gendre. Il lui parle avec une effusion de cœur qui enchante. Il semble lui dire « Jeannette est douce et sage, elle fera ton bonheur, songe à faire le sien » ou quelque chose autre sur l'importance des devoirs du mariage. Ce qu'il dit est sûrement touchant et honnête. Une de ses mains qu'on voit en dehors est allée brune. L'autre qu'on voit en dedans est blanche. Cela est dans la nature. Le fiancé d'une figure tout à fait agréable. Il est allé de visage, mais on voit qu'il est blanc de peau. Il est un peu penché vers son beau-père. Il prête attention à son discours. Il en a l'air pénétré. Il est fait autour et vêtu à merveille, sans sortir de son état. J'en dis autant de tous les autres personnages. Le peintre a donné à la fiancée une figure charmante, décente et réservée. Elle est vêtue à merveille. Ce tablier de toile blanc fait on ne peut pas mieux. Il y a un peu de luxe dans sa garniture, mais c'est un jour de fiançailles. Il faut voir comme tous les plis de tous les vêtements de cette figure et des autres sont vrais. Cette fille charmante n'est point droite, mais il y a une légère et molle inflexion dans toute sa figure et dans tous ses membres qui la remplit de grâce et de vérité. Elle est jolie vraiment, et très jolie. Plus à son fiancé, elle n'eût point été assez décente. Plus à sa mère ou à son père, elle lui était fausse. Elle a le bras à demi passé sous celui de son futur époux. Et le bout de ses doigts tombe et appuie doucement sur sa main. C'est la seule marque de tendresse qu'elle lui donne, et peut-être sans le savoir elle-même. C'est une idée délicate du peintre. La mère est une bonne paysanne qui touche à la soixantaine, mais qui a de la santé. Elle est aussi vêtue large et à merveille. D'une ceinture, elle tient le haut du bras de sa fille. De l'autre, elle serre ce bras au-dessus du poignet. Elle est assise. Elle regarde sa fille de bas en haut. Elle a bien quelque peine à la quitter. Mais le parti est bon. Jean est un brave garçon, honnête et laborieux. Elle ne doute point que sa fille ne soit heureuse avec lui. La gaieté et la tendresse sont mêlées dans la physionomie de cette bonne mère. Pour cette sœur cadette qui est debout, à côté de la fiancée, qui l'embrasse et qui s'afflige sur son sein, c'est un personnage tout à fait intéressant. Elle a vraiment fâché de se séparer de sa sœur. Elle en pleure. Mais cet incident n'attriste pas la composition. Au contraire, il ajoute à ce qu'elle a de touchant. Il y a du bon goût et du bon goût à avoir imaginé cet épisode. Jean-Jacques Rousseau, la critique de la vie sociale. Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature,
et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces des corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre, qu'on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention et qu'elle est établie ou du moins autorisée par le consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riche, plus honoré, plus puissant qu'eux, ou même de s'en faire obéir. On ne peut pas demander quelle est la source de l'inégalité naturelle, parce que la réponse se trouverait énoncée dans la simple définition du mot. On peut encore moins chercher s'il n'y aurait point quelque liaison essentielle entre les deux inégalités, car ce serait demander en d'autres termes si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent, et si la force du corps ou de l'esprit, la sagesse ou la vertu se trouvent toujours dans les mêmes individus, en proportion de la puissance ou de la richesse. Question peut-être bonne à agiter entre des esclaves entendus de leur maître, mais qui ne conviennent pas à des hommes raisonnables et libres qui cherchent la vérité. De quoi s'agit-il donc précisément dans ce discours? De marquer dans le progrès des choses le moment où, le droit succédant à la violence, la nature fut soumise à la loi, d'expliquer par quel enchaînement de prodiges le fort put se résoudre à servir le faible, et le peuple a acheté un repos en l'idée au prix d'une félicité réelle. Le premier, qui en ayant clos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva déjà assez simple pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de démisères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Mais il y a grande apparence alors que les choses en étaient déjà venues au point de ne plus durer comme elles étaient, car cette idée de propriété, dépendant de beaucoup d'idées antérieures, n'ont pas pu naître que successivement, ne se forma pas tout d'un coup dans l'esprit humain. Il fallut faire bien des progrès, acquérir bien de l'industrie et des lumières, les transmettre et les augmenter d'âge en âge, avant que d'arriver à ce dernier terme de l'état de nature. Les droits de l'homme et du citoyen. Préambule. Les représentants du peuple français constituaient une assemblée nationale considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens
fondée désormais sur des principes simples et incontestables, tourne toujours au maintien de la Constitution et du bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être le même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune
est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. 14. Les citoyens ont le droit de contester par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Un petit remerciement à Témoignages et Patrimoine, Salon de Provence, vidéo documentaire, qui permet de faire des DVD concernant un métier, une passion ou un événement lié notamment au patrimoine de la Provence. Images, témoignages et patrimoine. Un remerciement particulier aussi à Art, Communication, Esprit, vidéo documentaire qui travaille de concert avec Témoignages et Patrimoine et qui permet la diffusion sur Internet de ces vidéos. Art, Communication, Esprit 13300. Vous retrouverez les vidéos de Marco, Art comme ESP, Art, les 3 premières lettres d'Art, comme les 3 premières lettres de Communication, ESP, les 3 premières lettres d'Esprit, accolées à mon prénom, Marco, puisque je suis Marco Bruna. Marco, Art comme ESP, et vous retrouvez toutes les vidéos sur YouTube. Ainsi, vous trouvez aussi les vidéos sur Dailymotion avec Art comme ESP, 3 premières lettres d'Art, 3 premières lettres de Communication et 3 premières lettres d'Esprit sur Dailymotion. Voilà, et pour terminer, peut-être un petit mémo technique pour ceux qui vont passer leur baccalauréat prochainement. De français, bac blanc. 16e siècle, Ronsard, Rabelais, entre autres. N'oublions pas que Rabelais disait qu'on avait 500 ans de retard par rapport à une éducation idéale. Une tête bien pleine, alors qu'il faudrait une tête bien faite. Rabelais. 17e siècle, D, C, P, M. D, Descartes. C, Corneille. P, Pascal. M, Molière. 18e siècle, Montvol, Diroux. Montesquieu. Vol, Voltaire. Diderot. Rousseau et les encyclopédistes. 19e siècle, Victor Hugo, Daudet, Alfred de Musset, Stendhal, Balzac, Zola. 20e siècle, Michel Tournier. Le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, etc. Malraux, Camus, bien entendu, et bien d'autres encore. Soyez tranquilles dans vos vies littéraires et appréciez à leur juste valeur ce que l'écriture littéraire nous transmet. Merci de votre écoute, bon visionnage, à bientôt. Merci.